aujourd'hui, c'est notre 4e webinaire, en compagnie peut-être de certaines, et certains qui ont déjà assisté à nos animations autour de la relation avec les médias. On a abordé déjà plein de sujets et considérant que vous avez atteint un certain niveau d'expertise, à Christophe et Dominique, vous avez le même première lettre de nom. Vous êtes de la même famille? Non? Donc, considérant que vous avez acquis un certain niveau d'expertise, non. Qu'est-ce qui me prouve ça? On va passer à un exercice un peu plus complexe, qui est les média training. Alors, dans la partie média training, qui sont des formations, il y en a plusieurs, intégrant une partie touchant à la connaissance intrinsèque des médias et d'autres parties touchant plus particulièrement à la prise de parole. Ça dure pour certains plusieurs journées. D'aucuns en ce moment candidats à la primaire, certains partis politiques doivent y passer plus que quelques jours. Ça peut s'étaler sur tout un tas de Désolé, je crois qu'il y a eu une interruption. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon ordinateur. Alors, pardonnez-moi, on m'envoie un message. Non, ça va. Et pour aller à l'essentiel, on a décidé de nous concentrer sur des aspects de prise de parole, des techniques pour apprendre à argumenter. On n'a pas souhaité vous faire découvrir l'univers des médias, on n'a pas souhaité aborder la prise de parole en direct sur un plateau de télé, les outils spécifiques de la prise de parole en radio. Voilà, de manière générale, on va voir avec vous les techniques d'argumentation, de prise de parole et tout ce qui gravite autour. Donc, notre prise de parole va se faire sous le label de la marque Algolink, qui est une plateforme qui met en relation les médias et les startups, les créateurs d'entreprises, les associations et les petites collectivités territoriales, considérant que vous n'avez pas forcément les budgets pour vous payer les services de consultants dans des agences, qui sont très bien. Le but de notre service n'est pas du tout de leur mettre en question. On a créé les meilleurs outils grâce à la technologie, mais à des prix qui correspondent à ceux de gens qui démarrent ou qui interviennent, agissent dans des petites organisations, c'est-à-dire souvent des organisations dont les moyens sont assez faibles. On va vous parler de différentes choses. Notre plan, tel que Solène, qui est de l'autre côté de l'ordinateur, vous le défile, on vous avertira de 2-3 choses. Ensuite, on vous aidera à préparer votre prise de parole en amont. On vous donnera évidemment tout un tas de conseils et on a pris le parti de vous expliquer, et on fera l'exercice avec vous si j'ai bien digéré, bien mangé et que je suis au taquet. On fera un exercice en direct de vous soumettre l'utilisation d'une des 2 grandes techniques d'argumentation, notamment celle utilisée par ceux qui sont souvent dans les médias, à partir de propositions qui émaneront des participants à ce webinaire. Ensuite, on vous expliquera comment gérer les choses complexes, le trac, qu'on ne connaisse pas la réponse, ou qu'on soit poussé dans ses retranchements. Tout d'abord, avant chaque formation,
On attire votre attention sur un point essentiel, c'est de dire si ce qu'on va vous apprendre peut vous servir lors d'un anniversaire, lors d'une remise de décoration ou je ne sais trop où. C'est avant tout des techniques pour maîtriser votre relation avec les journalistes. Et un journaliste, ça fait un sujet, ça écrit un article, ça propose un reportage audiovisuel, non pas pour vous faire plaisir, mais avant tout pour répondre à un besoin de son lecteur, de l'auditeur, du téléspectateur. Vous en êtes, et il n'y a rien de plus chiant que quelque chose qui ne répond pas à vos attentes. En plus, il y a de plus en plus de médias, qui soient en direct, qui soient en backup TV, en replay, ou alors dans l'univers digital. Donc on a le choix. Et si on a le choix, c'est comme dans toutes les étapes de la vie, on peut faire des choses amusantes que des choses dites chiantes. Voilà, donc ne pensez pas à vous, pensez aux médias. Et avant de conduire une relation, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui intéresserait mon interlocuteur, hein, et pour ce faire, si vous avez des besoins, on va dire, impérieux, n'hésitez pas, algoling.com. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, vous avez des questions à vous poser. Des questions à vous poser. On a dit ici qu'il y en avait 7, mais en fait, si vous comptez bien, eh bien, il y en a 8. Donc on n'a pas su compter, mais comme c'est mon chiffre porte-bonheur, le 7, on trafique toujours un peu les chiffres. Alors, première étape, oui, parce que je suis né le 7 juillet, donc voilà, si vous voulez me souhaiter mon anniversaire dans quelques mois, n'hésitez pas. Bon, là, ça fait encore quelques mois, donc il aurait fallu s'y prendre en amont. Donc tout d'abord, à qui vous adressez-vous? Quel est le profil du public qui est en face? Est-ce que c'est un journaliste de presse écrite? Est-ce que c'est un format à la radio? Est-ce que c'est un format à la télé? Est-ce que c'est votre chef? Est-ce que ce sont vos collaborateurs? Est-ce que c'est un univers difficile parce que vous avez une communication sociale à conduire auprès de ce qu'on appelle les représentants du personnel, hein, les IRP? Ça, c'est comme dans la communication digitale, on parle souvent de persona, eh bien, le digital n'a rien inventé, c'est identique. Donc, à qui vous adressez? Qui parle? Il faut vous demander dans l'exercice que vous conduisez, à quel titre vous prenez la parole. Hein. Le matin, vous parlez peut-être en tant que père ou mère de famille, l'après-midi en tant que subordonné ou chef, et le soir, interviewer expert sur tel ou tel sujet dans une table ronde. Donc à ce titre-là, vous avez un profil, une attitude et une image. Hein. Je ne vais pas vous citer Kantorowicz, mais voilà, ce que d'aucuns appelaient une deuxième image qui n'est pas vous, mais qui est ce que vous dégagez. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez un but objectif qui est d'informer? Donc vous devez être le plus objectif possible. Si vous devez expliquer, vous devez vulgariser le plus possible. Hein. Votre vocabulaire devra se mettre au niveau du besoin de vos interlocuteurs, et ça n'est pas se rabaisser que de réduire le champ de son vocabulaire. Ceux qui pensent ça sont des gens qui ne souhaitent pas communiquer, sont des gens qui souhaitent se faire plaisir. Il n'y a pas de public bête, il y a juste des gens à un moment donné qui ont besoin d'informations. Donc l'explication est un exercice. Et donc quand on explique, évidemment, il faut être compris. Les professeurs des écoles ou autres vous le diront. Sensibiliser, eh bien là, vous n'êtes plus objectif. Sensibiliser, c'est que vous voulez rallier un nombre important à votre, non pas à votre panache, mais à votre cause, à votre service, à votre collectivité, à votre entreprise. Et donc votre argumentation devra être une argumentation qui valorise ce que vous souhaitez faire. Vous sortirez à minima de l'objectivité. Et si vous souhaitez convaincre, eh bien, vous serez encore plus
subjectif, l'art de la conviction étant connu sous le terme de la rhétorique. Ce sont des techniques ancestrales. Loin de moi l'idée aussi de remonter à Aristote, mais pour ceux qui ont peut-être apprécié leur cours de philo, vous le savez. Voilà, donc la conviction, c'est encore moins objectif. On sert un objectif qui est le vôtre, qui est celui du groupe, et il hiérarchise encore plus les avantages, et il minore pas les déficits. Il a au contraire pour vocation à détruire les déficits. Quelle forme prendra votre exercice, hein, un exposé, un discours, une question très simple à la télévision qui doit se faire en 30 secondes, une minute et demie. Certains qui apprécient la communication pourraient peut-être, si vous le souhaitez, me retrouver ce soir sur la chaîne LCI dans l'émission qui s'appelle Comme toujours, qui parle de communication. Et vous verrez qu'on est contraint de répondre vraiment en 30 secondes, une minute maximum, ce qui est un exercice assez difficile. La conférence vous laisse un peu plus de temps. Toutefois, elle a pour difficulté de devoir tenir en haleine son public. Hein. On sait qu'on n'arrive pas à conserver son attention pendant très longtemps. Alors, si le ton est monocorde, s'il n'y a pas d'exemple, si on creuse plus profondément dans un sujet sans essayer d'égayer un peu tout ça, on va conserver 3 personnes à la fin et là n'est pas le sujet. La discussion, elle aussi, elle est un exercice de conviction. Quand vous allez essayer de conquérir des électeurs, pour celles et ceux qui ont peut-être fait du démarchage quand ils étaient plus jeunes ou qui continuent à le faire, vous êtes en format de discussion sur les marchés ou le soir en porte-à-porte. Et cette discussion et la proximité qu'elle donne permet de faire passer des messages et de convaincre d'une certaine manière. Le débat, il est fait pour ceux qui aiment un peu la bagarre, qui lors de leur longues années d'exercice d'un sport collectif étaient le capitaine de l'équipe, prêt toujours à dire à l'arbitre qu'il n'avait rien compris et à l'adversaire à le déstabiliser. Hein, le débat est le moment de la contradiction et de savoir garder son sang-froid et parfois faire preuve de très mauvaise foi. Le cours, bon, vous en avez tous connu, donc je ne reviens pas dessus. Et puis alors la formation, parce que souvent elle est obligatoire. Hein. En France, on a un système qui oblige les grandes entreprises et les entreprises de manière générale à former les collaborateurs. Donc souvent on y va un peu à reculons. Et là, on a besoin d'avoir un professionnel qui connaît bien votre métier. Et pour vous intéresser, il devra le démontrer par sa capacité à vous transcender, à vous dire j'aurais bien aimé l'avoir comme chef. Finalement, si on devait retenir une seule chose, ça serait ça. Faudra-t-il être informatif? Eh bien, voilà, on vous disait oui, mais que ce soit d'une manière pédagogique, technique dans certains cas, ou alors très imagé quand on est dans l'explication. Pour ceux qui sont adeptes de sémiologie, une image, c'est pour certains milliers de mots, donc ça sert beaucoup d'imager les choses. Après, le style, il peut être emprunt aux techniques humoristiques. De plus en plus, ça inonde la communication. Vous avez vu que les stories qui sont proposées par Snap, hein, ce qu'on appelle plus une Snapchat, on l'appelle Snap désormais, eh bien l'humour est un ingrédient extrêmement puissant pour faire passer un message, lui, très sérieux. Alors pour faire de la communication, je vous assure que expliquer à quelqu'un de très sérieux que on fait mieux passer un message en étant humoristique, on l'entend et on le lit tous les jours. Dans la réalité des choses, il faut se battre encore. Hein. Je ne donnerai pas d'exemple parce que je suis tenu au secret professionnel, mais je peux vous dire qu'il faut encore se battre. Malheureusement, on n'a pas tous la chance de travailler pour Eric et Quentin, mais c'est vrai que ça vient des États-Unis et ça inonde de plus en plus la communication et puis la communication médiatique évidemment. Neutralité, autorité, chaleur, persuasion, voilà, vous ferez votre marché. Quelle durée? Eh bien, voilà,
peu importe la durée, je vous disais, sur un temps médiatique assez court, quand vous êtes 4 autour d'un plateau, c'est 30 secondes dans les grands moments, 1 minute 30 si vous êtes un homme politique en vue. Il faut toujours se préparer à faire très court. C'est Voltaire qui disait le lecteur passe son temps à raccourcir ce que l'écrivain a tenu à rallonger, un truc dans ce goût-là. Donc faire très court et porter son message, c'est vraiment extrêmement difficile. Après, votre équipement, il est aussi essentiel. Les plus grands dirigeants d'entreprise qui prennent la parole devant des assemblées générales, dans des séminaires de motivation de leurs collaborateurs, viennent toujours 1 heure et demie avant pour sentir la salle, comme ils disent, tester les micros, voir quelle est la largeur de leur espace de discussion, où sont les premiers sièges, où sont les derniers, pour pouvoir adresser l'ensemble de son auditoire. Il faut tester son matériel, si on a un micro, des fiches, si on doit gérer un vidéoprojecteur avec son clavier ou une zapette. Tout ça est essentiel parce qu'il va distraire le discours et si on distrait le discours par une non-maîtrise de la technique, eh bien forcément c'est un peu comme on fait du jogging, votre corps il fait des choix. Quand on fait du jogging de longue durée, votre corps décide de mettre la digestion en sommeil pour pouvoir faire galoper les jambes. Là, si vous vous excitez sur votre micro, vous passerez moins de temps à être convaincant ou à utiliser le bon argument. Donc, l'équipement, surtout, ne le négligez pas. Trop de gens qui se sont plantés, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, mais Solène me regardera derrière l'écran en disant non, à 10 exemples, on est déjà en retard. Donc, passons à la suite. Alors, parmi tous ces points, aller droit au but quand on s'exprime dans un cadre médiatique, parce que si je vous ai dit que ça pouvait prendre différentes formes, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le cadre médiatique. Il faut aller, comme l'Olympique de Marseille, droit au but et dégager évidemment l'idée, le message principal. Dans un exercice médiatique, c'est l'essentiel. Quand on forme certains de nos clients, on demande de nous rédiger, de penser à une question, et nous on leur dit je vais vous rédiger la réponse avant sur un papier, quelle que soit votre question, et on applique une technique qui a été mise à l'honneur par Georges Marchais pour les plus âgés d'entre vous, qui est de dire quelle que soit votre question, moi j'ai ma réponse. Donc ça veut dire que votre idée principale, elle est la plus importante et il faut la dégager. Il faut la résumer en une phrase et faites l'exercice d'en faire un titre. Si vous n'aviez que 4-5 mots à utiliser, cet exercice-là vous permettra de saisir ce que j'avance ici. L'objectif, sur quoi voulez-vous sensibiliser, faire adhérer, convaincre? Le message principal doit comporter ces deux aspects intellectuels, la partie rédactionnelle, la punchline, l'effet rhétorique, et puis quel est votre objectif à vous? Quelle est l'action que vous voulez prendre? Désolé, c'est la seconde fois. Je dis seconde parce que je pars du principe qu'il n'y en aura pas 3. Voilà, alors justement, quelle transition. Dites-la 3 fois dans votre présentation. On dit souvent votre idée principale, vous pouvez la répéter plusieurs fois. Apportez-la en introduction. Lors du développement, elle doit évidemment transparaître et vous verrez par les deux techniques que nous avons utilisées, la conclusion devra également véhiculer ce message principal, votre idée essentielle. En tout cas, le public qui à un moment vous dit oui, j'ai bien compris, vous voulez me dire cela, c'est très bien qu'il vous formalise, ça veut dire que vous avez été assez clair. Si vous êtes un peu lourd parfois quand c'est le début, c'est pas bien grave, il ne faut pas passer à côté de la porte d'entrée surtout.
Utilisez 3 arguments maximum à l'oral. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ceux qui ont créé une start-up, ceux qui ont voulu vendre un projet à des supérieurs ou à des gens beaucoup plus âgés que moi encore, qui ne sont pas très technophiles ou qui ne connaissent pas forcément le sujet que vous souhaitez aborder. Dès que vous dépassez 3 arguments, vous perdez un peu les gens. Donc, il faut se réduire, et d'autant plus lorsque vous faites l'exercice médiatique. On a écrit 3 arguments maximum. Si on arrive à les passer lors d'un exercice médiatique, si c'est sa première fois, eh bien, on a déjà un certain nombre de qualités. Si c'est ses débuts, on y arrivera sans doute pas. Voilà, mais le principe est ici. Vous pouvez le faire vôtre. Choisissez un ordre pour vos idées. Hein. Ça, vous êtes plus ou moins à l'aise avec cet aspect-là, et le public avec lequel vous interagirez vous dictera un peu ces règles-là. Là, on parle d'exercice médiatique, donc vous irez directement à l'essentiel. Si vous discutez avec des syndicats ou des gens qui a priori ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, ou s'il faut convaincre vos enfants que non, ils ne pourront pas utiliser leur ordinateur, et que vous souhaitez faire adhérer sans vous engueuler tout de suite, il faudra sans doute faire preuve d'un peu de manipulation. J'endosse ce terme parce que la rhétorique est l'art de convaincre et un peu de manipuler. Donc il s'agit d'avoir une lecture un peu plus réfléchie de la manière dont on peut articuler ces idées. Je passe sur monter peu à peu en puissance, selon que vous choisissez d'être direct ou moins. Votre plan, puisque vous aurez à cœur d'avoir une stratégie posée, il devra être lisible et dynamique, comme l'expliquait Solène sur les slides. Il y a plusieurs façons de faire un plan. Alors, vous l'aurez compris, selon que vous vous adressez à tel type de public. Donc, un plan technique, là vous êtes en train de dérouler. Un plan classique, pareil, dans une mécanique de développement un peu plus orientée des dites techniques Sciences Po, avec thèse, antithèse, synthèse, qui n'est pas l'exercice médiatique. C'est pour ça que ensuite on vous a indiqué le plan journalistique, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Et lui, il va véritablement du particulier au général. Hein, j'insiste bien là-dessus. Si c'était mon idée forte, du particulier au général. Vous ne devez pas commencer par un argument dérisoire pour terminer 10 minutes après sur un argument massu. Dans le cadre journalistique, c'est tout de suite la chose la plus importante. Si dans l'Assemblée, il y a des attachés de presse, vous savez que le titre intègre l'information la plus importante. On ne la retrouve pas dans la fin du communiqué ou dans ce qu'on appelle le boilerplate pour les plus aguerris à ces techniques-là. Nous, on va utiliser après, donc à vos claviers, c'est un Christian parmi vous, ça m'aurait permis de faire un mauvais jeu de mots, mais il n'y a pas de Christian dans l'assistance. Donc à vos claviers, parce que les 2 méthodes, orale et à lire, elles vont faire appel à votre imagination. Vous allez soumettre un sujet, et puis j'espère que je vais arriver à décliner l'argumentaire autour de ces 2 thèmes par l'entremise de 2 grandes techniques d'argumentation. Pendant que vous pensez à m'interroger sur Kim Kardashian, parce que je vais en parler ce soir à LCI, donc vous pouvez déjà me faire répéter, ou sur un tout autre sujet d'actualité. 2 grandes techniques, la méthode orale, vous verrez que ce sont des acronymes, donc vous pourrez lire ce que ça veut dire, ou la méthode à dire. La méthode orale, c'est un peu nous qui l'avons baptisée, pour être franc avec vous, la méthode Fabius, parce que c'est celle qui l'utilise tout le temps. Alors bon, désolé, on entend un peu moins Fabius en ce moment depuis qu'il est parti au Conseil constitutionnel, mais on l'a beaucoup entendu, et je vous expliquerai comment il fait. Deuxième méthode, qui est la méthode qui a été inventée par le Parti communiste,
et qui est une méthode qui a formé l'ensemble des cadres de ce parti, qui a été un parti extrêmement puissant en France. Et vous vous souvenez toutes et tous, sans doute, de certains porte-parole. Et vous vous en souvenez en vous disant deux choses. Soit il est très convaincant, soit il est très agaçant, mais de quelque façon que ce soit, de quelque façon que vous l'ayez pensé, votre réaction indique que ces gens-là étaient très bien formés et tout à fait pertinents, puisque s'ils sont convaincants ou agaçants, ça veut dire qu'on a plus ou moins compris ce qu'ils voulaient dire. Et ils étaient très bien formés, et ils étaient formés par l'intermédiaire de cette méthode qu'on appelle la méthode à dire. Non, attends, vas-y, ne l'enlève pas, parce que... voilà, donc, oral, ou alors sauf si on a les slides après qui reprennent non. Donc, oral, je pose l'objet de la problématique, j'y réponds tout de suite, hein, donc l'objet de la problématique qui est souvent une question. J'apporte la réponse, je déroule un argumentaire qui est censé montrer que je suis objectif, hein, avec par exemple 3 temps forts. Puis là, j'ai ce qu'on appelle une partie un peu performative, c'est-à-dire que je résume dans l'action, je résume les avantages pour aider à réussir l'action gagnante. Hein, les derniers exercices qu'a fait Fabius là-dessus, c'est lors de la COP 21 où il aurait pu dire, puisque vous ne voulez pas me soumettre le thème de Kim Kardashian, je ne vais pas vous l'imposer, où il aurait pu dire lors de la COP 21, est-il si difficile d'économiser 25% de consommation des gaz à effet de serre. Évidemment, non, ça n'est pas difficile. Il suffit pour un ménage moyen de ne pas utiliser sa voiture une demi-journée par semaine. Les argumentaires auraient pu tourner autour de la qualité de l'air, de la santé des enfants. Si on parle de voiture, on touche beaucoup de familles. Et puis, le résumé, c'est de dire, puisque à Paris, nous accueillons la COP 21, c'est pour aider le monde à se porter mieux et puis améliorer la santé publique, la préservation de l'énergie et surtout l'avenir des générations futures. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on aurait pu faire. Moi, je préfère personnellement la deuxième. La première, elle est faussement neutre. Et elle allait très bien avec le personnage de Fabius, qui est quelqu'un qui a toujours porté cette fausse neutralité. Il est très propre sur lui, c'est quelqu'un qui est peu dans l'excès. Il a payé à son corps défendant il y a une vingtaine d'années. S'il y a des gens de plus de 30 ans, ils s'en souviennent peut-être, lorsqu'il s'était opposé à Jacques Chirac et il avait fait cette erreur dramatique de s'agacer à l'antenne, demandant à Jacques Chirac, qui le traitait de roquet, de prendre en considération qu'il parlait au Premier ministre de la France. C'était d'un dédain absolument incroyable. Le candidat Chirac ne parlait pas au Premier ministre de la France, il parlait juste à son contradicteur. Et depuis ce temps-là, il a beaucoup travaillé et il est vraiment resté dans cette neutralité. Sa force de persuasion est importante, mais sa technique est assez longiligne, on va dire. La deuxième, c'est vraiment une technique de combat. Hein, j'affirme que si on réduit pas les gaz à effet de serre, on va évidemment tous mourir parce que de nombreuses espèces ont déjà disparu et que dans des temps anciens, on a parlé d'extinction permienne et autres. Hein, donc j'ai affirmé et j'ai démontré par le passé que c'était arrivé. L'illustration, il y a deux types d'illustrations. Et là, sur la COP21, il n'y en a pas forcément une qui me vient pour la deuxième partie que je vais vous présenter. La première, c'est des exemples assez basiques. Regardez ce qui se passe au Canada. Vous voyez les images d'extraction des pétroles
dits bitumineux, vous voyez la manière dont ils ont dégradé leur environnement, et s'ils connaissent des incendies comme cet été, c'est par hasard. Voilà, donc c'est un exemple assez classique. La deuxième mécanique d'illustration, c'est une mécanique qui passe par les effets métaphoriques. C'est-à-dire que j'utilise une métaphore, et la métaphore dans l'esprit des gens, elle est pernicieuse. C'est-à-dire que comme c'est un proverbe populaire, ou c'est quelque chose qui est assez fréquemment répété lors de discussions de comptoir, en famille ou entre nous, on considère que sa conclusion est vraie. Et donc, la meilleure des méthodes, c'est d'arriver à illustrer votre démonstration par une métaphore, donc ces grands proverbes populaires, parce que s'ils collent bien avec votre démonstration, votre interlocuteur ne pourra pas contrarier le fait que ce que vous dites est vrai. Donc la métaphore, hein, pour certains, vous le savez, c'est une figure de style, et elle est très pernicieuse, comme je le disais, parce qu'elle tend vraiment à affirmer sans démonstration que ce que vous dites est vrai. Et résumer, de dire qu'on doit attacher une attention plus particulière à la volonté des 195 pays de signer un accord commun pour favoriser le devenir des générations futures, et blablabla, et blablabla. Donc, une méthode plus douce, c'est la méthode orale, et puis une méthode plus agressive, plus dans la démonstration, plus sportive, qui est la méthode à dire. Et voilà, je vous ai dit, excusez-moi, j'ai un cheveu, vous ne le voyez pas. Ma préférence va à cette deuxième méthode. Et si vous avez la capacité à argumenter, vous allez sur Internet, vous cherchez proverbes, citations sur le thème que vous souhaitez défendre, et vous trouverez tout un tas de métaphores qui vous permettront d'accomplir parfaitement votre argumentation par l'intermédiaire de la méthode à dire. N'hésitez pas à nous laisser un message sur contact@algorithm.com pour dire j'y suis arrivé. Merci beaucoup. Je passe à la... Merci de m'avoir laissé ça. Vous m'avez pas donné d'exemple, hein, donc j'étais obligé de les inventer tout seul. Je n'avais pas prévu, j'étais resté l'esprit très ouvert. C'était pas peut-être plus intéressant, mais en tout cas c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, la COP21, et j'espère que ce sera plus intéressant ce soir sur Kim Kardashian. C'est quand même un sujet d'importance première de parler de Kim Kardashian. Ah bon, Alban is typing. Faites-le sur Kim. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Kim? Eh ben, par exemple, on pourrait dire, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que ça n'est pas un sujet people, c'est un sujet qui a des répercussions économiques, politiques, de première importance. C'est la première fois pour cette jeune femme ravissante et qu'on connaît tous sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que agresser quelqu'un avec une telle renommée, c'est attirer l'attention sur des points qui, en ce moment, dans des périodes d'état d'urgence, n'ont pas besoin d'être soulignés en France. La preuve, on nous a dit que le tourisme, il y avait moins de tourisme. On a bien vu les répercussions que ça avait pu avoir sur les réseaux sociaux et l'image un peu dramatique que ça donnait de la France qui n'arrive pas à protéger ses personnalités les plus illustres. Et donc, je ne sais pas si la métaphore bien mal acquise ne profite jamais parce qu'ils ne pourront pas revendre les bijoux, s'applique totalement à ma démonstration. Et puis, résumer cela en disant, dans un contexte très particulier pour notre pays, en plus des angoisses des gens, en plus des parents d'élèves qui mettent leurs enfants à l'école, en plus des gens qui hésitent à aller dans les centres commerciaux pour faire leurs courses à Noël, si ceux qui sont censés être les plus protégés sont eux-mêmes victimes d'agressions et d'actes de violence, c'est une très mauvaise nouvelle pour un pays civilisé et somme toute bien protégé comme une autre. Voilà, Alban.
J'espère que vous n'avez pas fait pleurer sur le sort de Kim Kardashian, mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un sujet très important. Ce que fait Kim Kardashian habituellement n'est pas ma tasse de thé, mais là, c'est vrai que c'est malheureusement un sujet de première importance. Rappelez-vous, lorsque les VTC ou les taxis avaient agressé l'ex-femme du chanteur de Nirvana, ou je ne sais plus quel chanteur des Rolling Stones, elle avait balancé une petite vidéo ou quelques captures d'écran, et ça avait aussi alerté l'opinion publique en disant ces gens-là sont un miroir médiatique. C'est vrai que de les soumettre à des actes de violence comme ça, c'est pas bon pour notre pays. Après, ce soir, je dirais d'autres choses, mais je ne le dis pas. Vous aurez qu'à regarder. J'exécute parce que Solène vient de me faire un chiffre. Vient de me faire un chiffre. Répétez. Avant de prendre la parole, eh bien, faites les erreurs que tout le monde fait seul derrière votre miroir, derrière qui n'est le manque d'empathie des internautes. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Bon, on en reviendra plus tard, si je demande un peu de temps. Donc, isolez-vous toujours. Évitez de le faire avec quelqu'un d'autre. Si vous démarrez, surtout, si vous avez l'habitude, faites-le avec quelqu'un d'autre, parce que ça n'aura pas d'emprise sur votre capacité à argumenter et à avoir une vision objective de vos défauts. Si c'est la première fois, ou si ce sont les premières fois, évitez d'avoir un petit camarade ou une camarade de jeu. C'est plus déstabilisant qu'autre chose. Donc faites-le seul. Essayez de vous enregistrer. C'est possible. L'avantage, c'est qu'avec un iPhone aujourd'hui, ou même avec certains logiciels, via son ordinateur, c'est très très aisé de s'enregistrer, de se repasser. Faites abstraction de votre voix, de vos postures. Moi, je bouge beaucoup la tête. Tout ça n'est pas très important lorsqu'on démarre. Dites votre texte à voix haute. Profitez de votre voix et non pas de la manière inconsciente comme vous le faites chaque jour en discutant avec vos amis, mais avec cette lecture qui sera de vous dire j'entends ce que les gens vont entendre, même si vous n'entendez pas vraiment la même chose, mais mettez-vous dans cette situation, ne serait-ce que pour mesurer votre capacité à scander, la scansion, c'est-à-dire la prononciation, la surprononciation, la bonne articulation. Et puis, plus vous serez à l'aise, et vous verrez que, comme le disait un programme des temps anciens, vos mains prendront la parole. Et je les monte un peu là, parce que moi, j'ai mis mon ordinateur sur des livres, mais normalement, quand on parle, les mains sont assez à l'aise et elles expriment la pensée. Donc vous verrez, si vous êtes à l'aise, elles prendront la parole assez facilement et elles viendront renforcer la pertinence et la conviction avec laquelle vous affirmez les choses, et vous verrez que vos mains rythmeront même le rythme, de votre discours et du débit de vos paroles. Et puis une fois que vous avez bien blablaté plusieurs fois, vous en aurez marre, vous en foutrez d'avoir l'air un peu ridicule. Donc là, répétez avec quelqu'un, un collaborateur, votre moitié, un copain, voilà, ce sera facile. Comment gérer ce qui est imprévisible, vous dirait Nicolas Taleb, le fameux auteur du Cygne Noir, que je vous incite à lire si vous voulez vous éclater en lisant un bouquin chiant. Celui-ci est assez admirable. Donc, temps 1, eh bien, un truc tout con qui s'appelle le trac. Le trac, c'est certes un dopant naturel, alors c'est un peu comme tout, comme le sport, l'alcool, la télévision. Si c'est à dose modérée, c'est un dopant naturel, puisqu'il va sécréter chez vous des endorphines notamment, qui vous permettront qui vous stimuleront et vous permettront d'être plus performant. S'il y en a trop, on perd ses moyens. Donc, il faut prendre conscience de ça et appliquer quelques techniques. Dans l'ensemble, le gros coup de stress, il dure que quelques secondes. Après, il peut être permanent, mais une fois que vous aurez démarré votre argumentaire, il s'estompera. S'il a du mal un peu à s'estomper, vous
vais vous dire une banalité que vous n'arriverez pas forcément à faire, mais c'est de vous dire que ça va passer et de garder le cerveau au-delà de la panique, et vous verrez que ça passera. Comment ça s'exprime? Eh bien, la respiration oppressée, donc vous aurez votre canard à un moment, c'est-à-dire que les premiers mots vont sortir avec la voix de Fiduc, parce que vous n'arriverez pas à faire circuler l'air qui met en action les cordes vocales. La gorge sera un peu nouée. Souvent, moi ça ne me l'a jamais fait, mais il y en a beaucoup qui le vivent. Pas de ne pas être stressé, ça m'est arrivé souvent, mais la bouche sèche très peu. Une technique, il faut se mordre la langue. Les gens qui font de la prise de parole, d'animation, qui connaissent ça, se mordent la langue assez fort, et ça provoque l'arrivée de la salive, et donc ça permet de ne plus avoir la bouche sèche et d'avoir la gorge un peu moins riche. L'accélération cardiaque, la chaleur, les joues rouges un petit peu, mal au ventre pour certains. Alors, voilà, vous allez dire c'est facile à dire mais pas facile à faire, mais une chose à retenir, je ne vous donnerai pas trop de conseils parce que c'est pas aisé, c'est il n'y a que vous qui le savez. Si vous arrivez déjà à vous dire il n'y a que moi qui sais que j'ai la gorge sèche, que j'ai la trachée artère qui ressemble à un spaghetti, il n'y a que vous qui le savez. Et une fois que vous serez dit ça, le débit de parole fera que vous allez vous détendre. Ça, c'est un point. Si vous n'en gardiez pas, gardez celui-là pour vos premières fois. Temps 2, adaptation. Eh bien, c'est vrai que de bien se préparer, de répéter avant, une fois qu'on rentre dans l'exercice classique, eh bien, le stress, il a peu sa place. Hein. Après, le stress peut vous faire des erreurs. Hein. Vous avez vu, là, j'ai décroché, machin. Bon, on s'en fout, on a le droit à l'erreur. On ne peut pas armer d'une Kalachnikov ou la seule chose que vous pouvez faire, c'est de décrocher. Mais on a le droit à l'erreur, et de le comprendre sans se percer les mains d'un trou violent, c'est s'aider à reprendre le contrôle de son exercice. Hein. Si j'ai besoin de faire une pause pour reprendre mon souffle, respirer un peu, je le fais. Hein, et puis voilà, c'est pas la mort en soi. Et puis si ça m'aide à ensuite reprendre le contrôle, c'est une bonne solution. Gérer le non-verbal qui parle pour vous ou qui parle effectivement contre vous. On ne gère pas les 10 cm ou 20 cm² de son visage, mais son corps à la parole. Alors c'est vrai que le webinaire, ça réduit considérablement. On voit pas que je fais 1m90 et je suis extrêmement costaud. On voit juste la tronche. Donc, quand vous parlez sur une scène, votre posture, votre verticalité, l'ancrage au sol, il ne faut pas trop bouger, posez bien vos pieds. Quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui perturbe et qui suscite chez l'être humain ce qu'on appelle le phénomène du chasseur. C'est-à-dire qu'on est habitué à chasser. Et quand quelqu'un bouge, vous le suivez plus comme un chasseur que comme quelqu'un qui a envie d'écouter ce qu'il dit. Donc, vous arrivez, vous vous arrêtez, et quand vous êtes arrêté, vous parlez. Si vous faites tout ça en même temps, vous perturbez l'auditeur. Les déplacements, s'il y en a, ils se font en dehors du temps de parole. Je balance un truc, je marche un peu, plop, 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 je m'arrête un peu, bim, je rebalance un truc. Voilà, ça doit me servir un peu de transition. Je ne m'agite pas trop en parlant. La gestuelle, eh bien, d'autant plus si, parce que j'en sors un peu, mais j'y reviens, quand vous êtes en train de faire un exercice médiatique, votre gestuelle, elle doit être calme. Hein. Si vous allez sur un plateau de télé, vous voyez là, vous avez l'impression que je bouge mes mains normalement, mais en fait, je les bouge vraiment à 2 à l'heure. Derrière une caméra, des gestes qui vont vite, on a l'impression que c'est un excité, et c'est insupportable. Donc on maîtrise sa gestuelle, on fait des gestes ronds, les gestes dits en coupure de tranche de jambon sont à bannir le plus possible. Plus on ouvre les mains, vous savez, on est ce qu'on appelle en supination, ce sont des valeurs chrétiennes qui permettent de laisser entendre qu'on est très ouvert. Voilà, votre visage, eh bien, vous le connaissez, vous savez que le rire est un acte de peur au départ, donc on ne peut pas trop
crispé, on est serein, on peut sourire, on peut être nuancé, on évite les extrêmes, les visages durs ou les grands éclats de rire qui sont assez perturbants lorsqu'on le fait dans un exercice médiatique. Votre regard présent et pétillant, c'est plus facile quand on est avec une webcam pas très loin. En tout cas, attentif vers toute la salle. C'est pour ça que je sors d'exercice médiatique, mais si je le suis, eh bien, je parle d'exercice médiatique aux gens qui sont autour de la table et pas uniquement dans le vide. Quand je suis dans une salle, j'essaye d'adresser des gens qui sont répartis un peu partout. C'est pour ça que vous avez vu les présidents maintenant, Macron le fait aussi. On a des téléprompteurs qui sont invisibles et puis on regarde d'un côté et de l'autre son discours qui chemine et ça donne l'impression qu'on s'adresse un peu à tout le monde. Alors quand on le fait bien comme Obama, on a vraiment l'impression de parler à tout le monde. Puis certains qui le découvrent ont l'impression qu'ils font l'essuie-glace. Donc quand c'est un cheminement maîtrisé, c'est très pro. Si c'est l'essuie-glace, ça fait un peu la pub Carglass et c'est moins efficace. Ça donne plutôt envie de se marrer. Emmanuel, faut-il vraiment prendre un objet dans ses mains, hormis le crayon qui clique. L'objet, il a pour vocation c'est toujours, vous savez, on dit toujours que l'objet, c'est un objet transitionnel. Donc, il doit faire la transition vers une idée. Il doit exprimer quelque chose. Pour rappeler quand Bayrou, lors d'une grande émission politique, était venu avec son code du travail, il avait balancé sur la table. Cet objet, par son image, par sa violence, par ce qu'on fait des maths, et la manière dont il s'est écrasé sur la table, portait en lui-même un message très fort. Donc l'objet, s'il n'est pas fait pour dire quelque chose, il va être mort comme une peste. Vous parlez peut-être de Ruquier qui trifouille son stylo, ou voilà, lui c'est un homme d'idées, et derrière ce type un peu intellectuellement génial, mais un petit peu fou, son stylo est là pour dire qu'il est toujours en production, qu'il est toujours en création. C'est son truc à lui. D'ailleurs, il en a joué. Vous avez vu qu'à un moment, il a dit « Ah, les gens me demandent mon stylo. » Je ne sais pas s'ils lui ont vraiment demandé. Mais en tout cas, il en a fait un exercice particulier pour vous dire que c'est un écrivain, que c'est pas qu'un homme de télé, que c'est quelqu'un qui, même s'il est en présentation, il est toujours en train de penser à autre chose et qu'il est capable de le noter et d'être créatif à n'importe quelle étape de son exercice de présentateur. Donc, pour une idée, oui. Et là, je résume comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si c'est mal maîtrisé, ça sert à ça. On va se demander à quoi ça sert véritablement. J'espère que ça a répondu à votre question, Emmanuel. Donc, pour terminer sur les questions un peu embarrassantes, alors, vous en avez plusieurs, vous n'avez pas la réponse à l'instant. La question souligne le point faible de votre présentation, où ce point vous est mal connu. Voilà, quels sont les trois grands scénarios qui peuvent vous arriver. Eh bien, lorsqu'on ne sait pas, on peut tout à fait dire qu'on n'a pas cette information, qu'on va se renseigner. Il est vrai qu'elle est admise assez facilement par l'auditoire si vous avez au préalable prouvé votre expertise. C'est un peu ce qu'on appelle le contre-exemple de Myriam El Khomri. Si on pose une question, et rappelez-vous la question de Jean-Jacques Bourdin, combien de fois peut-on renouveler un CDD, et que vous êtes ministre du Travail et que vous êtes obligé de dire que vous signerez, voilà. En tant que tel, honnêtement, c'est pas non plus essentiel de connaître l'intégralité du Code du travail. Le problème, c'est que derrière cette question, elle qui était tout à fait nouvelle dans l'exercice et que les gens avaient dit on n'est pas certain qu'elle soit la plus compétente, elle a été incapable de se sortir d'une telle situation et je vous dirai comment elle aurait pu s'en sortir. Avec la slide d'après, on y viendra. Voilà. Elle a vraiment fait une grave erreur politique parce que elle ne pouvait pas se permettre de dire comme ça, après juste la première question, je n'ai pas la réponse à votre question. Au bout de 6-7 questions, elle aurait pu tout à fait le faire. Ce serait passé comme une lettre à la poste. Les gens se seraient dit, elle est chiant avec ces questions, elle n'est pas non plus avocate. Mais là, c'était dès le début et c'était bien lui faire bien mauvaise réputation que de la contraindre à avoir cette attitude à ce moment-là.
Alors, vous pouvez retourner sa question à l'interlocuteur. Alors, il peut très bien lui dire Bourdin, vous êtes le patron de la rédaction, vous chez les gens, si vous ne savez pas combien de fois on peut renouveler un CDD, vous êtes comme la moitié des médias de Paris, vous êtes au prud'homme parce que vous ne savez pas gérer les ressources humaines, ce qui est à peu près le cas de la moitié des rédactions parisiennes qui ont tout le temps des procès au Conseil des prud'hommes parce qu'ils font tout et n'importe quoi en matière de RH. C'est un autre sujet. Elle aurait pu lui poser une question en retour. Elle aurait pu très bien généraliser et aller sur un terrain beaucoup confortable de sa réforme qui ne prenait pas en compte cet aspect-là de réduire ou d'augmenter le nombre de CDD. Elle aurait pu faire ça. Elle aurait pu prendre un exemple, une comparaison, elle aurait pu citer je ne sais pas qui. Voilà. Elle aurait pu reposer le problème et elle aurait pu surtout lui dire ici c'est moi l'invité. Et j'en conviens, c'est pas forcément facile avec un mec comme Bourdin, ça c'est vrai. Mais elle ne devait absolument pas faire ce qu'elle a fait. Hein. Après, on vous donne d'autres formules. Quand moi je suis en formation, si j'ai pas forcément la réponse, je demande souvent, tiens, sur ce point-là, est-ce que quelqu'un a la réponse, est-ce que moi je l'ai pas, ou est-ce que quelqu'un peut chercher sur son ordinateur et me donner la réponse. Et plus vous ferez preuve d'ironie et d'humour, ce qu'elle a manqué aussi, Myriam, ce jour-là, si elle s'était moquée d'elle-même en disant ah, dis donc, la première sortie à une grande émission, le ministre du Travail ne connaît pas la réponse, je ne vous raconte pas demain sur les réseaux sociaux, tout de suite, ça aurait été beaucoup plus malin, elle aurait repris en main les choses. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé la première fois que j'ai travaillé pour un grand homme politique. Devant 20 personnes, il s'est fait une tâche, mais alors sur sa chemise, un truc de dingue. Et moi, qui étais un jeune collaborateur, j'ai regardé, je me suis dit, oh là là, il va vraiment être ridicule devant tout le monde. Et en fait, il a regardé sa chemise et il a dit, oh tiens, une légion d'honneur non décernée. Ça a fait marrer tout le monde. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, le mec est super fort. S'il vient de se faire une grosse tâche politique, moi, j'aurais fait ça, je serais allé me suicider. Et lui, il fait preuve d'autodérision et on passe à autre chose. Et surtout, on lui a tous fait croire que personne n'avait vu ce qui s'était passé alors qu'on l'avait tout vu. Voilà. Mais l'expérience permet ça. Et l'inexpérience et le trac sont. La technique que je voulais aborder avec vous, que j'ai introduite dans les slides, moi aussi j'ai un stylo, elle s'appelle la technique du block and bridge, que j'ai pas forcément écrit dans ce PowerPoint, qui est très utilisé par les politiques. Quand on pose une question, vous bloquez le sujet et vous faites un pont sur un autre sujet. Elle aurait pu dire à Bourdin, qui lui demandait combien de fois on pouvait renouveler un CDD, en lui disant cher monsieur Bourdin, mon projet de loi ne parle pas de ça, et elle faisait un pont en disant toutefois les dirigeants d'entreprise qui sont de plus en plus en ce moment chez le psy parce que leurs entreprises vivent des situations économiques épouvantables, ont plus besoin de l'inversion de la hiérarchie énorme pour pouvoir négocier directement avec leurs salariés que de petites pécadilles. Ouais, elle aurait pu changer complètement de sujet pour lui dire là n'est pas l'essentiel. Retenez cette technique, vous trouverez, si ça vous intéresse, des choses sur le web. Block and bridge, c'est la grosse technique la plus utilisée. Si un de vos clients, si vous-même êtes interpellé, interrogé, interviewé par un journaliste et que vous avez apporté la réponse, réponse rédigée dans vos éléments de langage, réponse tout à fait correcte, mais que le journaliste mal intentionné, là, j'adresse plus mes reproches à la presse audiovisuelle, notamment la télévision, qui vient chercher autre chose par rapport à ce que vous lui donnez, utilisez cette technique du disque rayé. Vous avez répondu, on vous repose la question différemment, votre client, vous-même, vous ne bougez pas d'un iota, vous répétez la même chose. Et notamment, si vous êtes en situation dite d'enregistrement. Vous êtes en direct, le plateau vous appartient, vous faites ce que vous voulez. Quand vous êtes enregistré, on peut monter votre réponse. Donc on peut couper, on peut enlever des passages. Donc ne bougez pas d'un iota par rapport à la première réponse, si cette réponse est pour vous satisfaisante.
Ensuite, si l'insistance est trop importante et que vous n'êtes pas forcément, votre réponse est forcément la plus pertinente, faites les dredons, et notamment en direct. Le silence est la pire des choses pour un journaliste. Donc, le silence l'oblige à animer votre relation. C'est pas à vous de l'animer, c'est pas à vous de parler pour dire à la fin des bêtises. Taisez. Et c'est à lui de meubler le silence, parce que qui dit silence dit auditeur qui va partir sur une autre chaîne. Et si on dit une bourde, comment la rattraper? Si vous vous êtes enregistré, essayez d'être très persuasif en disant que vous avez dit une bêtise et que pour la bonne information du téléspectateur, il vaut mieux réenregistrer votre réponse. Quand vous êtes en direct, si vous apercevez tout de suite que vous avez une bourde, il ne faut pas surréagir. En disant, pardonnez-moi, j'avais mal compris votre question et je vous ai dit que, toutefois, je tiens à vous préciser que, ayant mal compris votre question, c'est plutôt ça qu'il fallait entendre. On peut préciser, on peut revenir sur ce qu'on a dit. Voilà, on n'en fait pas une affaire d'État, mais on la rattrape très doucement. Il faut dire que vous avez mal compris la question. Très souvent, vous avez vu, quand les hommes politiques ou les femmes politiques font des erreurs, ils vous desservent un large communiqué ensuite en disant que leurs propos ont été sortis de leur contexte, mal interprétés, ou que le ou la ministre avait mal saisi la question qui lui a été posée. Voilà, assez fréquemment, ce qu'on peut faire comme ça en répondant à la volée. Évitez le mensonge. Aujourd'hui, vous avez vu, on a ce qu'on appelle des fact-checkers dans tous les sens. Donc un mensonge, c'est quelqu'un qui peut trouver la bonne réponse, faire circuler dans les médias. Ça s'adresse beaucoup à des gens qui sont très scrutés. De manière générale, éviter le mensonge dans les médias, c'est la meilleure chose à retenir. Et puis, face à l'escalade de questions trop insistantes, vous avez déjà répondu à la polémique. Faites le sphinx. Le dernier qui l'a fait, c'est Arnaud Montebourg, ne pouvant pas répondre encore aux questions de Bourdin sur les dites que Hollande est nul et qu'il ne faut pas qu'il se représente. Rien à dire, il avait rien envie de dire, ne voulant pas insulter l'avenir. Et il a dit, j'ai rien d'autre à dire. Et il lui a laissé gérer le silence. Et au bout d'un moment, vous pourrez le constater, ou vous l'avez constaté, Bourdin a été obligé de reprendre la main. C'était la seule chose à faire. Après, vous pouvez marquer un temps en essayant de comprendre à l'interlocuteur que vous n'êtes pas suffisamment mal élevé pour lui demander s'il est mal embouché ou s'il a mal compris le français. Vous faites une pause et puis vous enchaînez sur un autre sujet. C'est la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est mon conseil. Voilà. Je crois qu'on a achevé. Ah oui, contact@algoling.com. Donc vous me faites un retour si vous avez le courage de vous taper une émission sur la com ce soir à 20h15 sur LCI, avec le beau Julien Arnaud qui est le joker de Gilles Boulot, le présentateur du 20h de TF1. Et puis le blog animé par Solène, et puis nos comptes sociaux, enfin tous nos comptes sociaux, Facebook et Twitter. Voilà, merci beaucoup de votre attention. On est resté à peu près le même groupe. J'espère que ça vous aura intéressé. Solène, moi-même et toute la bande, on vous remercie pour votre attention. Merci Catherine pour ce soir. et puis, je vais essayer d'être à la hauteur, de ne pas dire trop de bêtises sur qui. Voilà, à une prochaine fois. Je n'ai pas en tête notre prochain sujet, mais on vous le fera connaître assez rapidement. Portez-vous bien, bonne communication et faites des relations presse votre exercice quotidien. C'est un bon outil, un bon rapport qualité-prix pour accroître l'image et la réputation de son entreprise, de sa association, de sa collectivité locale. Salut!